Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur New TV, l'émission c'est Le Citoyen. Aujourd'hui nous recevons un universitaire mais davantage un homme politique. Le docteur Vincent Sostène Fouda est enseignant des sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. C'est également le président du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Merci de nous retrouver sur ce plateau, docteur Vincent Sostène Fouda. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs de New TV. Je suis d'autant plus heureux que je suis au Cameroun seulement depuis 48 heures et vous m'offrez un premier tableau pour échanger avec les Camerounais. Vincent Sostène Fouda, vous arrivez au Cameroun en provenance du Canada au lendemain de la fête nationale du Cameroun, la fête de l'unité. Je vous pose rapidement la question de savoir comment est-ce que ces moments se célèbrent à Montréal où vous résidez? Les Camerounais ont pris l'habitude comme ça de se retrouver partout où ils sont dans le monde. Et le Canada est un pays extrêmement vaste. On peut mettre 24 Cameroun et demi dans le Canada. Et la capitale du Canada, c'est Ottawa. Donc excentré. Et à Montréal, les Camerounais se retrouvent dans des établissements, ceux qui sont étudiants dans les universités, ils se retrouvent comme ça, ils organisent des conférences pour parler de l'unité nationale et le haut-commissaire, lui, à Ottawa, reçoit les Camerounais qui sont à proximité, qui ne peuvent pas parcourir des milliers de kilomètres, donc voilà, ceux qui sont à proximité. Et vous participez à toutes ces rencontres-là ? Je participe très souvent aux rencontres qui sont organisées soit par les étudiants, soit par les travailleurs camerounais du Canada. Je vais rarement aux fêtes à l'ambassade. Vincent Sostène Fouda, vous avez certainement participé dans votre passé d'étudiant ou d'élève à la fête nationale du Cameroun. Et comment est-ce que vous appréciez la façon dont le Cameroun célèbre la fête de l'unité? C'est difficile d'apprécier. Mais j'ai quand même un regard et peut-être des propositions à faire. Lesquelles, par exemple ? C'est quoi la fête de l'unité? La fête de l'unité, c'est la possibilité qui est donnée aux Camerounais de célébrer ensemble le nous commun. Le nous commun, c'est quoi? C'est l'espace public dans lequel nous avons évolué jusqu'ici. Et un jour, nous arrivons à nous dire, est-ce que nous pouvons marquer un temps d'arrêt pour voir le chemin jusque-là parcouru? Parce que l'unité nationale, ce n'est pas un acquis, c'est une conquête de tous les jours. Par conséquent, je ne pense pas que les symboles soient forts, par exemple, de faire défiler des élèves, des étudiants qui vont chanter les louanges du président de la République. Vous savez que moi, quand j'étais enfant, j'ai chanté Amadou Ahidjo, toujours président, et aujourd'hui, mes enfants chantent Paul Biya, toujours président. Donc, il n'y a pas eu véritablement d'innovation. Peut-être on devrait laisser simplement la parade militaire qui, sur le plan symbolique, serait beaucoup plus fort et organisée dans les circonscriptions administratives des conférences pour expliquer aux Camerounais ce que c'est que l'unité nationale. Dire aux Camerounais que l'unité nationale est un défi quotidien, que nous avons à relever tous les jours, que l'espace public se construit tous les jours. Voilà ce que nous attendons et maintenant nous attendons aussi qu'à travers cette fête de l'unité nationale, que le président de la République continue à mettre en place les institutions, notamment au niveau de la décentralisation. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons des unités administratives et nous n'avons pas des collectivités décentralisées. Alors au-delà de la manifestation ou alors de la célébration de l'unité nationale, est-ce que pour vous, aujourd'hui, avec votre regard de politologue, est-ce que le Cameroun est effectivement uni? Ou alors c'est encore une utopie ou un mythe? Ce n'est pas une utopie, l'unité nationale, et ce n'est non plus un idéal. Comme j'ai dit, c'est une construction de tous les jours. C'est comme quand on construit une maison.
On commence par le gros œuvre, c'est-à-dire les fondations, les fouilles. Ensuite, on coule les fondations et ensuite on commence à monter, à élever les murs. Donc, quel Cameroun allons-nous laisser à nos enfants? En répondant à cette question, nous saurons si véritablement les Camerounais sont unis. Or, pour que nous soyons unis, nous avons besoin des voies de communication. Nous avons besoin des routes qui permettent aux villages de communiquer entre eux, aux villes de pouvoir communiquer entre elles, ce qui n'est pas encore effectif dans notre pays. Alors pour vous, on n'est pas encore unis? Nous ne sommes pas encore unis, nous sommes en chemin et je pense que la route est encore longue, celle qui conduit véritablement à l'unité nationale dans notre pays. Alors le parcours déjà mené jusqu'ici pour l'unité nationale, à votre avis, c'est un bon parcours? C'est un parcours fragile. Pourquoi? Parce que quand vous parcourez le Cameroun, vous allez par exemple dans la région de l'Ouest, vous avez des problèmes entre les Bororo et le peuple Bamoun, vous avez des problèmes entre le peuple Bamoun et le peuple Bamileke. Quand vous êtes ici à Yaoundé, vous allez à Mimboman, vous avez des problèmes entre les autochtones et puis les communautés qui sont venues s'installer là. C'est ce qu'on a connu dernièrement à Mimboman. On a tout ce problème parce qu'en réalité, le domaine, le territoire camerounais appartient à l'État. Mais l'État a laissé aux chefferies traditionnelles le soin de continuer à gérer un patrimoine qui est à lui l'État. Donc par conséquent, les Camerounais ne se sentent pas chez eux partout au Cameroun. Vous êtes Camerounais dans votre village et quand vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus véritablement Camerounais. Donc nous devons travailler tous les jours à nous unifier. Et le système politique alors, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le système du libéralisme communautaire, a beaucoup plus fragilisé l'unité nationale. Alors vous dites que le Camerounais ne se ressent pas chez lui partout au Cameroun. À qui la faute? À quoi peut-on attribuer cela? Est-ce aux Camerounais eux-mêmes? Vous avez parlé du système déjà. Est-ce que les Camerounais ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation? Non, il ne faut pas dire ça. Je voudrais vous rappeler que l'espace public au Cameroun date de quand? Ça date de 1840, avec la création de la toute première école par à Bimbia, par le pasteur Joseph Méric, qui a été rejoint plus tard par le pasteur Saker. C'est là qu'on forme le premier espace public dans notre pays. C'est quoi un espace public? C'est cet espace où des hommes et des femmes venant de différentes tribus se retrouvent et apprennent à parler une même langue et apprennent à se dire qu'ils sont un même et unique peuple. Ça ne fait pas vieux. Ensuite, nous avons eu cette tradition allemande à partir de 1884 avec Nachtigal qui a fait du Cameroun un protectorat allemand où, effectivement, donc, la nation précède l'État. C'est la nation. On dit un peuple, une langue, une religion, une nation. C'était ça, la politique allemande. Mais quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, la succession est prise par, d'un côté, la France et de l'autre côté par l'Angleterre. Mais si vous regardez la construction de l'État par la France, c'est un État centralisé et où l'on a une citoyenneté d'adhésion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous présente des institutions et vous répondez à la question de savoir si oui ou non vous adhérez à ces institutions-là. Or, les Camerounais, aujourd'hui encore, 60% de la population camerounaise ne sait ni lire ni écrire. Et ceux qui savent lire ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc on ne peut pas avoir des citoyens d'adhésion dans notre pays. Donc en réalité, qu'est-ce qui nous confère le titre de Camerounais? C'est l'acte de naissance. Alors que les pays qui nous ont dominés, comme la France, ce n'est pas l'acte de naissance qui vous donne droit à la citoyenneté française. Il y a tout un autre processus pour que vous soyez français. Ce que nous ne pouvons pas faire chez nous parce que nous ne comprenons pas les textes, parce que la majorité de la population ne comprend pas encore les textes. Pour cela, il y a des écoles qui aident à socialiser, il y a des associations qui aident à socialiser, il y a en plus donc un État avec sa présence, avec ses institutions qui doivent travailler pour l'unité nationale. Aujourd'hui, tout cela n'est pas encore réuni. Et il faudrait
que chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, vous, comme journaliste, on a besoin d'avoir des émissions qui montrent aux Camerounais comment être Camerounais. Qu'est-ce que c'est qu'être Camerounais? Est-ce que quelqu'un qui vit à Betaroya et celui qui vit ici à Yaoundé, ils sont citoyens d'un même pays? Vous savez, il m'est arrivé, alors que j'avais un ami qui vivait dans le Nord Cameroun, j'ai assisté à partir du Nord Cameroun à la finale Cameroun-Nigeria en 2002, et j'ai vu des Camerounais installés dans le Nord Cameroun qui supportaient le Nigeria, parce qu'ils se sentaient beaucoup plus proches du Nigeria que du Cameroun, alors que ce sont des Camerounais. Donc, ce sentiment patriotique doit être cultivé. Moi, je suis allé à l'école. Vous êtes certainement, permettez, vous êtes certainement plus jeune que moi. Mais moi, à l'école, j'ai appris à chanter des chants patriotiques, ce que nos enfants ne font plus aujourd'hui. Vous avez évoqué un tant soit peu l'intégration nationale, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une grande promotion sous l'ère du président Amadou Ahidjo et même Paul Biya. Vous pensez que cette politique est appropriée pour conforter l'unité nationale au Cameroun? Cette politique a montré ses limites. Il faut savoir pourquoi. Nous avons besoin dans notre pays, en réalité, de créer 3 fonctions publiques. La première fonction publique est celle que nous avons aujourd'hui, qui est une fonction publique nationale. Ensuite, nous avons besoin de créer une fonction publique territoriale avec l'avènement des régions. Et après, nous devons créer une fonction publique hospitalière parce que le personnel des hôpitaux a un autre rythme de travail. Par exemple, le système de garde, d'astreinte et tout ça, qui ne correspond pas au temps de travail qui est délimité chez nous. Pourquoi je dis cela? Vous ne pouvez pas former un instituteur sur le plan national et penser qu'il va se déplacer dans tout le Cameroun alors qu'il a été formé à Yaoundé. Alors que si vous voulez former au niveau de la fonction publique territoriale, quelqu'un qui, idéologiquement, anthropologiquement, sociologiquement, se sent mieux dans le littoral, la fonction publique territoriale, donc de cette région-là, va embaucher du personnel qui va permettre et qui va transmettre... De la région. Voilà. Qui va personnel qui maîtrise les réalités de la région. Alors, autrement dit, pour vous, le brassage, ce brassage qu'avait voulu Amadou Ahidjo en affectant les fonctionnaires du Sud dans la région du Nord et ceux du Nord dans la région du Sud et vice-versa, pour permettre, n'est-ce pas, une rencontre entre les cultures, vous pensez que cette... Ça a créé plus de problèmes que ça n'a trouvé de solution. C'est-à-dire que la fonction publique territoriale, fonction publique nationale devrait coiffer, c'est-à-dire les grands commis de l'État devraient coiffer tout ceci, mais permettre un brassage des populations au niveau de la fonction publique territoriale. D'ailleurs, c'est comme cela que l'Allemagne avait conçu le Cameroun avec le système de Länder. On avait besoin de Länder. Vous savez que l'Allemagne avait voulu faire du port de Douala, le nouveau port de Hambourg. On avait choisi 4 langues au Cameroun qui devaient être étudiées. Ceux qui sont allés à des collèges missionnaires ici au Cameroun, comme le collège de la retraite ou le collège Vogt ou le collège Liberman à Douala, ceux qui étaient à Liberman apprenaient le Douala. Ceux qui étaient au collège Vogt apprenaient les Hondo. Et ça fédérait en fait les Camerounais, ça permettait aux Camerounais de savoir véritablement qui sont Camerounais. Or, ce que nous faisons aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent ont hérité d'une voiture qui était en vitesse et on a enlevé le conducteur, on l'a remplacé par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et ils ne savent pas qu'il faut embrayer, qu'il faut changer de vitesse. Donc la voiture roule et à un moment donné, elle va s'arrêter. Et quand elle va s'arrêter, ce sera la catastrophe. C'est pour cela que je dis que nous devons faire très attention. L'unité nationale dans notre pays est très fragile. Est-ce que le brassage des cultures par ce processus d'affectation n'a pas permis une certaine tolérance tribale entre les Camerounais? Je ne crois pas que les Camerounais soient devenus tolérants.
Il n'y a qu'à voir dès qu'il y a un problème. Souvenez-vous en fait des élections de 92, 97. Vous savez, il y a eu des mots d'ordre que ce sont les bêtis qui ont gouverné le Cameroun, qui ont gâté le Cameroun. On le disait dans les carrefours Mvombi, et vous savez ce que cela a donné. Ça a beaucoup fragilisé le Cameroun. Moi, je vis hors du Cameroun depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mais je peux vous assurer que quand les Camerounais se retrouvaient quelque part, ils étaient Camerounais. En dehors du Cameroun. Oui, en dehors du Cameroun. Mais maintenant, quand les Camerounais arrivent quelque part, moi je vois les Camerounais qui viennent me voir dans mon bureau, puis ils me demandent, oui, on nous a dit qu'il y a un Camerounais ici. Et la deuxième question, c'est, mais vous venez de quelle région? Et si vous vous obstinez à dire, je suis Camerounais, vraiment, votre jeune compatriote qui est en face de vous se fâche, parce qu'il veut savoir de quelle région vous êtes, et en fonction de là, il va établir des relations avec vous. C'est très dangereux. Vincent Sostène Fouda est notre invité. C'est un enseignant de sciences politiques, et également président de parti politique, le mouvement camerounais pour la social-démocratie. Pour revenir à l'une de vos pensées, parce que j'ai quand même parcouru votre site www.génération 2011. Cameroun Génération 2011.com, qui est un site hautement visité, dans lequel vous placez quelques déclarations qui ont attiré mon attention. Vous dites, dans ce Cameroun, si l'on n'y prête garde, le venin du tribalisme risque de tout embraser. Où se trouve-t-il ce venin du tribalisme? Mais le venin du tribalisme est enfoui dans l'ignorance des citoyens. À partir du moment où nous n'avons pas atteint le degré d'humanisme qui nous permet de voir en l'autre notre propre prolongement, alors nous nous replions sur nous-mêmes. Et nous avons donc une élite manipulatrice qui est à la tête des institutions placées par la force du décret, donc qui retourne assez régulièrement au village et qui dit « moi je suis votre porte-parole et celui qui arrive est l'étranger ». Or, le nous commun se construit à partir du prolongement que nous avons de notre propre personne. Je ne suis moi que parce que je peux me voir à travers vous, indépendamment de ce que vous êtes, que vous soyez Bamileke, anglophone, Aoussa, Tupuri, Maka et autres. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'homme, c'est l'être humain. Lorsque vous vous regardez sur une glace, Sostène Fouda, vous vous percevez d'abord comme appartenant à un clan, à une tribu, à une classe politique, à une ethnie, à un petit groupe? Ou alors, dites-nous un peu comment est-ce que vous vous regardez. Est-ce que vous pouvez vous dissocier de votre ethnie, de votre culture, de votre clan? C'est quoi la culture? Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi au Sénégal, je suis allé à l'école avec des Français et les Américains, des gens qui venaient de partout dans le monde. C'est quoi la culture? La culture, c'est toutes ces rencontres qui ont forgé ma personnalité. Et cette personnalité-là est complètement désincarnée d'une tribu. Je me sens profondément camerounais. Je suis camerounais quand je me lève, je suis camerounais quand je travaille, je suis camerounais quand je me couche le soir. Je ne pense pas aujourd'hui que ceux de ma génération, vous savez, ceux avec qui je suis allé à l'école, je pense qu'ils ont effectivement le même raisonnement, même si nous n'avons pas eu les mêmes chances quand nous sommes allés à l'école. Parce que je regarde aujourd'hui, quand vous entrez en classe de 6e au Cameroun, si vous êtes 100, je ne suis pas certain qu'en terminale, vous soyez toujours 100. Donc il y a une sélection et un abandon qui se font tout naturellement, alors que cela ne devrait pas exister. L'école est le lieu par excellence de socialisation et de promotion de tout un chacun. L'école donne la chance à tout un chacun d'être camerounais, de sortir donc de l'ethnie, de la tribu, de la famille. Malheureusement d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose que j'ai constaté avec ahurissement, plus vous allez à l'école au Cameroun, plus vous vous sentez seul. Pourquoi? Parce que Monsieur Kouété, vous êtes né dans un village. Et plus vous êtes allé à l'école,
l'école primaire de votre pays et de votre village était à 5 km. Quand vous êtes entré en 6e, vous avez été obligé de partir à 15 km, là où il y avait un CES. Ensuite, vous êtes parti à 40 km, là où il y avait un lycée. Ensuite, vous êtes venu à Yaoundé, là où il y avait une université. Pendant tout ce temps, vous êtes séparés de vos racines, vous êtes séparés de vos parents, de vos amis, ainsi de suite. Et quand vous arrivez à l'université, quand vous achevez vos études, vous vous rendez compte que des 100, vous avez commencé au primaire, vous n'êtes plus que 5 à avoir eu le bac, peut-être 2 à avoir eu la licence, et peut-être vous êtes seul à avoir un travail. Quand vous retournez au village, on ne vous regarde plus comme l'enfant du village. On vous regarde comme l'étranger qui arrive. C'est ça le gros problème. Alors que dans d'autres pays, vous entrez à la maternelle à 50, vous arrivez en terminale à 50 et vous formez une classe d'âge. C'est ce grand déchirement que nous vivons au quotidien. Moi, quand j'arrive au Cameroun, je parcours les quartiers pour tenter de retrouver des jeunes qui ont été avec moi à la maternelle de l'école Saint-Vincent-Pallotti dans l'Oncac. Pour tenter de retrouver votre histoire. Et vous semblez également soutenir que le véritable problème du Cameroun, c'est également son histoire, qui, à votre avis, a été falsifiée et mal présentée à la jeunesse. L'histoire du Cameroun est falsifiée au quotidien parce que les universitaires ont choisi de faire un monde honorable au pouvoir en place pour des histoires de temps. Regardez, nous sommes le seul pays au monde où on est agrégé d'université, maître de conférence, sans avoir publié un seul article scientifique, sans avoir publié un seul ouvrage. C'est dangereux. C'est très dangereux ça. Ensuite, les universitaires camerounais ne prennent pas le recul nécessaire, exigé, que la rigueur scientifique exige. Les universitaires camerounais trouvent avant de chercher. Il y a un assassinat à Mimboman. Ils viennent sur vos plateaux et ils vous disent, ils accolent un qualificatif crime rituel. On ajoute à l'ignominie l'abomination. Il y a déjà des familles qui souffrent pour un crime et ensuite on vient là ajouter autre chose, crime rituel. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Très simple. On commence par appeler les médecins légistes, on demande de venir voir, de venir faire des prélèvements, ensuite de nous dire quel est d'établir un certificat de genre de mort, et ensuite on nous dit de quoi est morte cette personne. Malheureusement, ça ne se fait pas au Cameroun. On vole un bébé, on conclut tout que le bébé a été enterré en Coteng. Personne ne cherche à savoir, alors que nous tous, nous savons ici que la loi de recrutement à la fonction publique, c'est l'article 2. Quand vous êtes recruté à la fonction publique camerounaise, à la fin de votre travail, de votre activité comme fonctionnaire, l'État a l'obligation de vous raccompagner dans votre village. Parce que les Camerounais tiennent à la terre. Ce qui signifie que si vous mourrez en exercice, l'État a le devoir de vous mettre dans un cercueil, de vous ramener dans votre village. Donc, est-ce que cela n'est pas, cette loi, cette prédisposition n'est pas illustrative de ce que l'on n'est pas toujours partout chez soi au Cameroun? Non, je pense qu'il faut faire très attention avec un certain nombre de choses aussi. J'ai vu, je parcourais ce qu'on appelle maintenant le droit positif au Cameroun, qui est un calcage. Il y a une faiblesse intellectuelle dans notre pays. C'est que personne ne s'est jamais assis pour penser des lois pour le Cameroun. Quand vous travaillez par exemple en France, la France, quand vous êtes à la fleur de l'âge, vous êtes jeune, on vous affecte dans les régions rudes. Le nord de la France, chez les ch'tis, on vous affecte là-bas parce qu'il pleut tout le temps. Et plus vous avancez en âge, plus on vous ramène un peu plus vers le soleil. Donc on vous amène vers le sud, vers Marseille, vers Aix-en-Provence. C'est comme ça que ça se passe. Chaque pays a sa logique. Le Cameroun a estimé qu'il était normal qu'à la fin de votre vie, vous puissiez reposer auprès des vôtres. C'est lié à nos croyances.
Parce que vous savez que le Cameroun a 3 grandes religions. La première, ce sont les religions traditionnelles. La seconde, c'est l'islam par ordre d'arrivée et non par ordre de démographie. Et la troisième, c'est le christianisme. Il y a 2 religions qui sont dominantes sur ces pratiques. C'est les religions traditionnelles et c'est le christianisme. Les musulmans, donc l'islam, conseille d'enterrer quelqu'un où il est mort. Donc, effectivement, et c'est pour cela qu'à Yaoundé, on a créé le cimetière qui est à l'Omnisport et puis l'autre à Soie. Mais pour les autres, chacun se fait enterrer chez soi. C'est pour cela, par exemple, parce que je sais que nous, tout à l'heure, vous aborderez le cas Vanessa Tchatchou. Le bébé de Vanessa Tchatchou n'aurait jamais pu être enterré en Koteng, alors que ceux qui sont accusés d'avoir volé ce bébé sont originaires de Mouyouka. Et avant d'évoquer ce sujet de Vanessa Tchatchou, je voudrais vous permettre de prendre une pause, madame, monsieur. Merci si vous nous rejoignez à l'instant. Vous regardez Le Citoyen. Tout de suite. Retour sur ce plateau, le docteur Vincent Zosten Fouda est toujours avec nous. Votre nom a été pour la première fois révélé à une grande majorité des Camerounais à travers l'affaire Vanessa Tchatchou, une affaire dans laquelle vous êtes beaucoup investi. Je suis pressé de vous poser la question, Vincent Zosten, de savoir qu'est-ce qui vous amène au cœur de cette histoire d'enlèvement d'enfants? C'est tout simplement ma propre histoire. La formation qui est la mienne, philosophique, théologique, puis sciences politiques, a forgé en moi un humanisme d'ailleurs chrétien. Je revendique un humanisme chrétien dans la pure tradition de la Compagnie de Jésus. Puis, en 2000, j'ai publié un livre sur l'adoption. En 2007... Qui s'intitule ? Notion de réussite ou d'échec dans la filiation adoptive. Puis en 2007, le gouvernement Sarkozy me demande de travailler à la réforme du droit de l'adoption en France. Donc, quand le bébé de Vanessa Tchatchou est volé au Cameroun, je ne suis pas informé tout de suite. Mais il va falloir attendre le mois de janvier. Or, le bébé de Vanessa a été volé à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso au mois d'août. Donc, personne n'en parlait, personne ne parlait de cette affaire. Jusqu'au moment où un de vos collègues, Bruno Tagné, Jean-Bruno Tagné, aujourd'hui... Du journal Le Jour. Voilà, du journal Le Jour et puis membre du Conseil de la communication, m'informe et me dit, est-ce que tu peux regarder ce dossier? Je le regarde et je découvre un certain nombre d'anomalies. Et il se trouvait que je venais au Cameroun au mois de janvier. Je suis allé à l'hôpital gynéco, j'ai rencontré Vanessa Tchatchou, nous avons discuté pendant des heures, j'ai compris... J'ai épousé sa souffrance et j'ai décidé, comme homme politique, de porter ce problème. À votre première rencontre, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Notre première rencontre... Avec Vanessa Tchatchou. Elle s'est mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, parlez-moi de votre problème et je vous assure, je me battrai à vos côtés. Elle m'a raconté son histoire. Et elle m'a dit, j'aimerais vous faire rencontrer ma mère. 2 jours après, j'ai rencontré madame sa mère. J'ai découvert que c'était une famille limitée financièrement, limitée intellectuellement. Vanessa est une orpheline de père depuis l'âge de 7 ans, donc qui a appris à se battre, qui a fait face à l'adversité du monde, comme tous les orphelins. Et voilà que son enfant, le fruit de ses entrailles, lui est arraché. Il était tout à fait légitime qu'un homme comme moi porte ce combat, comme l'avait fait bien avant moi Martin Luther King, qui a pris le combat d'une pauvre couturière, Rosa Parks. C'est ce que j'ai fait. Vanessa Tchatchou a révélé, a permis à l'humanisme en moi de s'exprimer, tout simplement. Est-ce qu'en ce moment où vous rencontrez Vanessa Tchatchou, vous vous dites, tiens, voilà une grosse opportunité politique? Il n'y avait pas d'opportunité. Aucune opportunité. Une opportunité pour vous faire connaître et faire connaître votre parti? Il n'y avait aucune opportunité.
Il n'y a pas d'opportunité à aller en prison. Il n'y a pas une opportunité à se faire tabasser par la police. Il n'y a pas une opportunité à se faire embastiller comme j'ai été. Il n'y a pas une opportunité à être en procès. Quand le ministère public vous intente un procès, le 11 juin prochain, je serai au tribunal, accusé par le ministère public de tentative de déstabilisation de l'État, de mise en mal de la paix dans notre pays. Alors, je voudrais vous dire ceci. Entre-temps, votre nom retentit comme un grand défenseur des droits de l'homme aussi. Hein? Je vous dis qu'il n'y a, celui de votre parti politique il n'y a aussi. aucun mérite à souffrir. Je n'ai pas le goût du martyr. Et je n'ai même pas le goût du héros. Le Cameroun a connu trop de martyrs. Et le Cameroun n'a jamais connu de héros. Ce que je le suis à cause des circonstances, à cause des événements dans ce pays qui ne trouvent pas de solution auprès du pouvoir public. Ceux qui pensent que c'est une opportunité politique, je les invite tous le 11 juin prochain au tribunal des Kounou, afin qu'ils expriment leur humanisme. S'ils ne peuvent pas le faire, si vous ne pouvez pas être responsable du cri, de la douleur, de l'enfantement, qui elle-même est génératrice de notre humanité, alors vous n'avez aucun mérite. Alors, vous avez certainement, comme vous le dites, été persécuté dans le cadre de cette revendication. Vincent Soussène Fouda, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous puisiez l'énergie de continuer, de poursuivre? On vous a vu aux abois, sur tous les médias, on vous a vu dans les rues. Où est-ce que vous trouvez cette énergie? L'on dit chez nous que vous ne pouvez être quelqu'un que si vous avez quelqu'un derrière vous. Dites-nous où est-ce que vous puisiez vos forces pour ce combat qui était vraiment difficile? De mes formateurs. J'ai eu des formateurs comme Angelbert Mvin, comme l'abbé Jean-Marc Ella, qui m'a laissé la pioche et la plume comme bel héritage. J'ai eu des formateurs comme Emmanuel Lévinas, qui un jour m'a dit cette phrase: dans le prolongement de votre regard, il faudrait voir l'autre. Pierre Bourdieu, qui était mon professeur de sociologie, tout ce beau monde-là a formé l'humanisme qui est en moi aujourd'hui. Et je vais vous dire ceci une fois pour toutes. Le jour que l'on me dira qu'un acte injuste peut être politiquement correct, je cesserai de faire de la politique. Je fais la politique pour que les Camerounais aient une colonne vertébrale droite, debout. Nous devons être debout, debout à la cale, debout dans les bateaux, debout dans les champs, comme disait Aimé Césaire. Nous devons être debout, déterminés et surtout portés par cet humanisme qui fait que dans notre pays, on ne puisse pas, pendant des jours, voir une dépouille mortelle, abandonnée à elle-même. Parce que dans notre pays, chacun a droit à une sépulture. Tout homme a droit à une sépulture. Quand le Cameroun se déshumanise, s'assèche, alors oui, des hommes comme moi ont le devoir de prendre la parole. Et je souhaite que nous soyons nombreux. Vous me demandez où je trouve cette énergie, je la trouve là justement. Au lendemain, justement, face à la machine que vous aviez en face, un gouvernement solidaire, et puis des populations inertes, quelquefois une famille affaiblie qui ne pouvait vous accompagner, on pourrait quand même se poser cette question. Mais je voudrais quand même qu'on avance un tout petit peu. Lorsque vous aviez le verdict de la justice camerounaise sur cette affaire Vanessa, qu'est-ce que vous vous dites? Que le combat est perdu? Non. Je me suis dit, ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Pour vous, la guerre continue? La guerre, elle ne continue pas, elle ne fait que commencer. En quoi cela consiste, cette guerre, aujourd'hui?
L'enfant de Vanessa Tchatchou semble avoir baissé les bras. Non, 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 elle n'a pas baissé les bras. Elle sait que son enfant a été enterré. Non, ne prêtez pas des idées à Vanessa Tchatchou, mais si vous avez de l'argent, vous pouvez lui en donner un tout petit peu. Le bébé de Vanessa Tchatchou vit à Oudja, chez une magistrate. Caroline, c'est son prénom. Ce bébé-là est vu assez régulièrement par un pédiatre, comme tous les bébés. Dans 4 ans, cet enfant intégrera une école maternelle. Cet enfant est en vie, donc reviendra à sa mère. C'est ce qui va fatalement arriver. Et là, l'on comprendra que la vérité n'a jamais perdu face à la justice. Est-ce que vous l'avez vu, ce bébé? J'ai vu cet enfant. Qu'est-ce qui vous fait penser Je l'ai tenu dans mes bras. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est son bébé? J'ai vu cet enfant. Je l'ai tenu dans mes bras. Alors, je vous pose la question. J'ai discuté avec la magistrate. On a fait des prélèvements. Parce que, permettez que je vous dise ceci. Vincent Sosthène Fouda n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. J'ai travaillé avec la crème des officiers de police de ce pays. Ceux qui sont intègres. Ils savent. C'est eux qui ont rédigé le code de questions que je devais utiliser chaque fois que je rencontrais quelqu'un. Ils savent donc que le bébé de Vanessa est en vie. Les autorités politiques, militaires, policières de ce pays savent que le bébé de Vanessa est en vie. Et je vous dis que la vérité n'a jamais perdu face à la justice. Alors, avec cette vérité que vous semblez tenir, qu'est-ce que vous avez initié comme action? Est-ce que vous avez fait appel? Est-ce que vous avez porté plainte à nouveau? Quelle est l'action logique que vous avez menée? Non, nous n'avons pu apporter plainte, puisqu'aujourd'hui, c'est le ministère public qui nous poursuit. Nous allons aller jusqu'au bout du procès. Le procès, c'est le 11 juin. Le 11 juin, vous verrez des milliers de Camerounais converger vers le tribunal des Kounou. Ces milliers de Camerounais viendront là pourquoi? Ils viendront pour faire triompher la justice. Je vous ai dit que ceux qui ont volé le bébé de Vanessa Tchatchou ont gagné un combat, une bataille, mais pas la guerre. Nous avons été au Parlement européen. Nous avons exposé que de plus en plus, il y a des bébés camerounais qui sortent du Cameroun et qui sont vendus à l'extérieur, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Après avoir vendu les bébés, aujourd'hui, on est au niveau du trafic des organes, avec le cas des Mimboman. Donc, vous comprenez que la guerre ne peut pas s'achever. Elle se poursuit. Je voudrais que nous apprenions à parler, même si nous utilisons les mots, mais que nous apprenions à nous adresser au cœur de l'homme. L'homme n'a pas le droit de s'assécher. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras, surtout quand vous découvrez que le courage de ceux qui sont en face de vous dépend du vôtre. Et autour de moi, je vois des esprits affamés, des corps faméliques qui me regardent avec des yeux et me disent « Nous avons besoin de vous ». Alors, je continue le combat. Et vous avez, justement, dans le cadre de ce que vous appelez votre combat, rencontré plusieurs catégories de personnes et de personnalités. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous décrivez l'attitude de ces hommes et femmes que vous avez rencontrés dans le cadre de cette lutte, en commençant par Vanessa Tchatchou et sa famille, par exemple? J'ai rencontré une famille fragile, mais une jeune fille combattante, une véritable lionne qui continue à attendre que son bébé lui soit restitué. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui se sont engagés, qui se sont joints à nous dans ce combat. J'ai aussi rencontré beaucoup d'indifférence. Nous avons commencé cette émission en parlant de l'unité. J'ai vu des gens qui ont tribalisé ce combat, qui ont voulu faire de ce combat le combat
d'une petite fille originaire de l'ouest du Cameroun et que c'était une affaire qui ne concernait que l'ouest du Cameroun ou qui ne concernait que la communauté Fulbe d'où est originaire le papa de l'enfant. Mais en réalité, c'était une affaire qui concernait l'homme, tout l'homme. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons banaliser le cri, la douleur de l'enfantement? La réponse est non, non, non et non. J'ai rencontré des autorités politiques hésitantes qui courtisent le pouvoir en place pour avoir possiblement un portefeuille quelque part et donc qui refusaient de s'engager. J'ai rencontré des autorités religieuses qui ont perdu le sens de l'interprétation de l'évangile social. Notamment, je parle de l'Église catholique, qui a abandonné le combat, qui avait les moyens de pouvoir revendiquer. J'ai rencontré des autorités aussi incompétentes. Madame Catherine Bakambok, qui est mise en cause ici, sait qu'elle y est pour beaucoup dans le vol du bébé de Vanessa. Vous l'avez rencontrée également? Je l'ai rencontrée et elle sait que je sais. Nous savons, elle et moi, où est la vérité. Et cette vérité-là est que le bébé de Vanessa Tchatchou est ici à Yaoundé, à Aoudia. Est-ce que vous avez encore véritablement espoir que cette lutte, ce combat que vous semblez mener, cette vérité que vous clamez détenir, va finalement triompher? Je vous ai dit que la vérité n'a jamais perdu face à la justice. La vérité finira par triompher. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. C'est une maxime vieille comme le monde. Vos grands-parents, ils connaissaient cette maxime. Vos parents connaissent cette maxime. Vous aussi, vous la connaissez. Vous la transmettez aujourd'hui à vos enfants. Le jour va finir par se lever. Quand cet enfant aura l'âge de lire, d'écrire et de comprendre, il verra le nombre d'articles, il verra le nombre de livres qui auront été écrits sur lui et il regardera sa mère adoptive, la mère voleuse en face et lui dira: mais maman, je vous appelle maman, mais vous n'avez jamais été enceinte. Nulle part, il n'y a aucune trace de vous. Vous n'avez jamais été enceinte. Qui est ma mère? N'est-ce pas cette jeune fille qui pleure dans un quartier de Yaoundé? Alors l'enfant peut-être se libérera de lui-même. À 18 ans, on est majeur. Et il dira: je vais rejoindre ma mère. Et ce sera là la grande réponse de l'humanisme. Sostène Fouda, Vincent Sostène Fouda, universitaire du Québec, j'allais dire enseignant à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes aussi épidémiologue, Vincent Sostène Fouda. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Bon, c'est assez simple. En fait, je me suis spécialisé dans la gestion de fin de vie, dans ce que l'on appelle les maladies dégénératives, dont deux notamment, que sont l'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Il y a à peu près 15 ans, ces deux maladies attaquaient des hommes et des femmes d'un certain âge, donc à peu près dans la soixantaine, 70 ans. Et l'équipe médicale qui travaille avec moi, nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de personnes dans la verdeur de l'âge, entre 40-45 ans, qui sont attaquées par la maladie de Alzheimer, ou de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson étant cette maladie qui se manifeste tout simplement par les tremblotes, et puis la maladie de Alzheimer, c'est la maladie de la perte de la mémoire. Donc, je travaille au sein d'une équipe où on essaye de maintenir un cadre de vie pour ces gens-là, parce que l'agonie, si vous permettez l'expression, est longue. Parce que quand vous êtes atteint de l'Alzheimer à 45 ans, donc vous avez encore des jeunes enfants, on essaye d'aménager des maisons
où vous pouvez continuer donc à vivre avec femme et enfants et avoir une vie normale. C'est une activité que vous menez au Canada. Voilà, donc vous essayez de travailler leur mémoire, vous essayez, parce que effectivement, ce qui se manifeste souvent, c'est que vous pouvez échanger avec quelqu'un et puis d'une seconde à l'autre, elle oublie complètement votre nom, qui vous êtes, ainsi de suite. Donc, il faut un travail psychologique auprès des membres de la famille, mais aussi auprès des patients. Qu'est-ce qui explique, Vincent Sostène, qu'avec tous les combats que vous aviez à mener et que vous menez, vous continuez de résider à Montréal au lieu d'être en permanence au Cameroun? Je ne peux pas vivre en permanence au Cameroun pour la simple et unique raison que j'ai demandé à enseigner à l'université au Cameroun. On m'a dit qu'on m'avait recruté en 2001 et que j'avais refusé de prendre mon poste. Alors, c'était à l'université de Douala à l'époque. Ça m'a beaucoup amusé parce que, à l'époque, le recteur Bokole Ebe m'avait dit mais votre nom était affiché au babillard. Bon, j'ai résidé en France en 2001, donc il m'était difficile de lire un babillard de l'université de Douala. Et après la présidentielle, quand j'ai demandé à enseigner au Cameroun, on m'a dit que c'est Paul Biya qui nomme les recteurs d'université. Et comme Paul Biya est mon alter ego, il faudrait que j'aille le voir pour qu'il me donne un bureau, tout simplement. Et Paul Biya, justement, était candidat aux élections présidentielles, oui. Où également vous étiez inscrit oui. en qualité de candidat. Nous allons revenir sur votre vie politique dans un instant. Le temps de rappeler à ceux qui nous rejoignent à l'instant que c'est le citoyen, c'est sur New TV et que l'invité est le président du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Nous nous retrouvons dans une petite seconde. Retour sur ce plateau avec le docteur Vincent Sostène Foda. Vous êtes président du mouvement camerounais pour la social-démocratie. Qu'est-ce qui vous pousse à créer un parti politique? Pourtant, au moment où vous mettez sur pied votre parti, il existe déjà plusieurs. Effectivement, vous savez, il y a au Cameroun à peu près 300 partis politiques puisque nous vivons dans ce qu'on appelle un régime de déclaration. La faiblesse des partis politiques au Cameroun, c'est justement, réside dans le mode de création de partis. C'est-à-dire c'est un régime de déclaration, vous rédigez les constitutions et puis un semblant de projet de société, vous le déposez auprès du préfet de région et puis voilà, au bout de 15 à 30 jours, votre parti est légalisé. C'est ce que vous avez fait, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Non, j'essaye de vous montrer en fait le danger de tout cela. C'est que beaucoup de partis politiques, donc sur les 300 partis politiques, il y en a qui meurent avec leurs fondateurs. Et il y a une impossibilité à récupérer un parti politique qui existe dans ce pays, ni même, en fait, à se faire investir. Moi, j'ai été un jour contacté par des Camerounais du Cameroun et de l'extérieur qui m'ont dit « Nous avons besoin de vous comme candidat à l'élection présidentielle de 2011. » C'était en 2008. Si vous regardez bien, j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle de 2011, exactement le 6 novembre 2009. Et tous les candidats disent ça, Sostène Foda. Non, 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 tous les candidats... Ils ont été approchés par des Camerounais qui leur ont proposé, vous connaissez l'appel du peuple. Non, c'est bon, l'appel du peuple c'est autre chose et moi je n'ai pas vocation véritablement à commenter ce qui se passe au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais par contre, vous savez que ma candidature a été portée quand même par une coalition de 6 partis politiques. 6 partis politiques qui se sont mobilisés et qui étaient avec moi partout et qui disaient « c'est lui que nous voulons comme candidat ». Et donc pour coiffer tout ceci, je leur ai dit « pour aller en élection avec vous, je ne peux pas être un ultralibéral et je ne peux pas non plus être un gauchiste. Je ne peux être qu'un social-démocrate dans ce que l'on appelle la démocratie chrétienne. » Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes assis et nous nous sommes dit, pour faire passer véritablement ce message, nous avons besoin de fonder un parti politique avec une dénomination de la social-démocratie. Ce que nous avons fait. Et ça a été légalisé au mois de juin 2009. Ensuite, nous avons commencé à mener des activités. Malheureusement,
à la veille de l'élection présidentielle, alors qu'on nous avait déjà autorisé à faire la pré-campagne, et l'ECAM a décidé que Vincent Sosthène Fouda avait une nationalité douteuse. Bon, je ne sais pas ce que l'on entend par nationalité douteuse. J'ai présenté ma carte nationale d'identité, on m'a demandé de venir présenter un certificat d'habitation au Cameroun, ce qui a été fait, un certificat d'imposition, ça a été fait. Ce jour-là, à la Cour suprême, j'ai demandé au premier président, que je nomme M. Alexis Dipanda-Mouele, que je connais depuis que je suis enfant. Je lui ai demandé de me regarder droit dans les yeux et de dire à mes enfants qu'ils ne sont pas camerounais. Il n'a pas eu le courage de le faire. J'ai demandé à Dagobert Bissek, que je connais aussi, parce que comme séminariste, j'ai fait mon stage dans son village, à Lindoï, sur la route qui mène à Makak. Il ne pouvait donc pas me regarder droit dans les yeux et dire, Monsieur Vincent Sosthène Fouda, vous n'êtes pas camerounais. Je voudrais dire ceci avec gravité. Ceux qui se sont précipités au Cameroun en 1960, parce que le Cameroun accédait à l'indépendance, et qui avaient clamé haut et fort qu'ils revenaient au Cameroun servir le Cameroun, sont ceux-là même qui ont exilé leurs propres enfants aujourd'hui. Regardez le nombre de ministres que nous avons, regardez le nombre de directeurs généraux, et cherchez où vivent leurs progénitures. Ils sont à Montréal, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Mais ils sont partout sauf au Cameroun. Le Cameroun, comment voulez-vous que quelqu'un qui est ministre du Travail... Non, permettez que j'achève par là. J'ai du mal à comprendre la réponse, à percevoir la réponse à ma question, celle de savoir qu'est-ce qui vous motive à créer un parti politique. Alors je la repose autrement. Est-ce que vous créez un parti politique parce que vous voulez, n'est-ce pas, vous présenter librement à la présidentielle, ou alors vous créez un parti politique parce que vous avez une autre idéologie à présenter aux populations camerounaises? Non, un parti politique n'est pas créé pour promouvoir un homme. Un parti politique n'est pas créé pour promouvoir une candidature. Un parti politique est créé pour rassembler des Camerounais qui se retrouvent sur une certaine vision. Et cette vision-là, c'est la social-démocratie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage votre vision? Nous pensons tout simplement que dans notre pays, nous avons besoin, dans un premier temps, alors que nous avons enterré l'État-providence et qu'aujourd'hui nous sommes gouvernés par des forces ultralibérales, nous avons besoin d'une structure politique qui encourage l'initiative privée, donc encourage le génie du peuple camerounais et qui soutient aussi les faibles. C'est ça la social-démocratie. Alors quel est le décret d'implantation aujourd'hui? Dans les partis politiques actuels au Cameroun, en dehors donc du mouvement camerounais pour la social-démocratie, vous n'avez aucun autre parti qui fait ce travail. Alors en quoi est-ce que votre parti qui prône la social-démocratie comme le parti du Social Democratic Front, en quoi est-ce que votre parti est différent en termes d'idéologie à celui du SDF, par exemple? Le SDF a certainement une dénomination de la social-démocratie, mais c'est un parti de droite fondé par les transfuges d'un parti de droite qui est le RDPC, qui lui-même est un autre parti de droite qui est l'UNC. Tout simplement. Quel est le degré d'implantation de votre parti politique à l'heure qu'il est? Le degré d'implantation, nous sommes implantés dans le littoral, donc à Douala, à Edea, nous sommes implantés à Yaoundé, nous sommes implantés à l'est du Cameroun. Alors, est-ce que vous vous reconnaissiez parmi ce qu'on appelle aujourd'hui les petits partis politiques? Je ne juge pas un parti en fonction du nombre de ses militants. Parce que, je vous dis une fois de plus, qu'un parti politique n'est pas là pour ce genre de boulot. Un parti politique est là pour rassembler les Camerounais. Alors, je me considère comme un grand parti politique parce que je rassemble de nombreux Camerounais. Vincent Sosthène Fouda, nous tendons à la fin de cette émission. Quel est le regard? On ne vous a pas vu aux élections présidentielles en tant que candidat. Je vais parler de votre parti politique. On ne vous a pas non plus vu au sénatorial. Comment expliquer qu'après l'échec
des présidentielles qu'on ne vous retrouve pas au sénatorial? Tout simplement parce que nous pensons que le Cameroun n'a pas besoin de Sénat. Pourtant, la loi prévoit un Sénat. La loi peut prévoir quelque chose, mais dans les faits, le Cameroun n'a pas besoin de Sénat. Et vous savez, l'histoire nous donnera raison. Le Cameroun n'a pas besoin de Sénat. Regardez quelque chose. On a mis en place, le Sénat n'existe que dans vos têtes, actuellement. Vous avez vu au boulevard du 20 mai, vous avez vu Sa Majesté Moukete Essimi comme président honoraire comme président du Sénat. Mais qui a écharpé ces sénateurs? Qui a rédigé le règlement intérieur du Sénat? Où est le secrétariat général du Sénat? Mais enfin, les Camerounais se sont fait entuber tout simplement. Le Sénat n'existe pas tant que l'on n'a pas effectivement nommé un secrétaire général, tant que l'on n'a pas validé le mandat Qui a validé leur mandat? Pourquoi ces gens-là se retrouvent avec des écharpes aujourd'hui? C'est la dernière question. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Vincent Sosthène Fouda, on aura certainement une autre opportunité. La dernière question, c'est de savoir, alors, à quelle échéance est-ce qu'on vous retrouvera? Aux prochaines municipales, législatives? Nous serons présents aux municipales et aux législatives, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'élection par excellence, parce que c'est une élection de proximité. Les populations auront à élire des administrateurs municipaux qui vont gérer leur quotidien. Donc, je peux déjà vous annoncer ici que je conduirai moi-même la campagne et que je serai tête de liste, probablement, ici à Yaoundé. Vincent Sosthène Fouda, lorsque vous regardez le Cameroun, la vie active, la vie politique, économique, sociale et culturelle au Cameroun, qu'est-ce que vous vous dites en un mot? Vous vous dites que le Cameroun est mal ou bien parti? Le Cameroun est dans une position pas très agréable. Je vous dis que quels que soient les efforts que peut faire le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, idéologiquement, ce parti ne mérite pas de gouverner le Cameroun. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'était le docteur Vincent Sosthène Fouda, président du mouvement camerounais pour la social-démocratie, également universitaire. Il enseigne les sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. On l'a également vu très actif dans l'affaire Vanessa Tchatchou. Merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de New TV. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est vendredi 11h et samedi 12h. Au revoir.